Chers fans de Formule 1, bienvenue pour un nouveau numéro de Retour au stand spécial débrief du Grand Prix de France. Il y avait de l'ambiance et du soleil du côté du Castellet ce dimanche, des scènes réjouissantes, mais est-ce assez pour sauvegarder le Grand Prix au calendrier? Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la victoire de Max Verstappen, la 27e en carrière, et la nouvelle désillusion pour Charles Leclerc. On en parlera dans notre première partie. Mercedes de retour dans le match avec le podium de ses pilotes, et puis notre point écurie, suivi de nos tops et nos flops. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 12e épisode de Retour au stand. C'est le débrief du Grand Prix de France. De la ferveur, de l'amour pour les pilotes, du soleil, un peu de bataille en piste, le Grand Prix de France avait tout d'un très beau week-end de Formule 1. Une course aux conclusions opposées pour les leaders du championnat, Max Verstappen et Charles Leclerc. On en parle très vite. Mais tout de suite, je présente nos consultants habituels. Le seul déjà et l'unique, Clément Bigouat. Bonsoir Clément, comment vas-tu? Un Grand Prix de France réussi d'un point de vue organisationnel pour toi, mais pas sportif, j'imagine. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Ça a été quand même un beau week-end. On a vu des choses assez intéressantes sur une piste qui est critiquable et critiquée, mais on a vu quand même un Grand Prix de qualité avec pas mal de batailles. C'est le cas depuis le début de saison grâce à cette nouvelle réglementation. Et une fin de course, un résultat très positif pour l'écurie numéro 1, très négatif pour l'écurie numéro 2, mais c'est le lot de chaque Grand Prix avec ses hauts et ses bas. Exactement. Et puis, j'introduis Valentin. Valentin, tu es déjà venu pour deux autres débriefs dans Retour au stand. Bonsoir à toi, comment vas-tu et comment as-tu trouvé ce Grand Prix de France? Salut à tous, toujours un plaisir de revenir dans ce podcast. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est la troisième fois que je suis ici et c'est toujours un plaisir. On a, comme a dit Clément, on a assisté à un beau week-end. Une petite déception sur le fait que voilà, sans ce crash de Leclerc, on aurait pu assister à une plus grosse concurrence et on a vu un Verstappen du coup filer tout droit. Donc même si je suis un grand fan de ce pilote, j'aurais aimé avoir un peu plus de concurrence là-dessus. Voilà. Eh bien, parlons de Max Verstappen, 27e victoire en carrière, la 7e cette saison. Le Néerlandais renoue avec le succès. C'est peut-être pas impressionnant, mais ça faisait quand même malgré tout un mois qu'il n'avait pas gagné, Max Verstappen. Et il a une nouvelle fois enfilé le costume du patron, Valentin, en étant irréprochable sur quasi tous les aspects de la course, gestion des pneus, pilotage, digne une nouvelle fois de son statut de champion du monde en fait. Ouais, il s'est fait un peu peur avec Hamilton pendant un moment, mais sinon, il n'y a pas eu trop d'accro de son côté. On a vu au niveau du 17e tour qu'il avait tenté, donc il tentait l'undercut, qui était un peu mal embarqué, mais finalement, c'est le crash de Leclerc qui lui a permis de prendre la première place. Et en plus, comme il avait changé ses pneus 2 tours avant que tout le monde aille dans le stand, voilà, il y a tous les ingrédients qui étaient réunis pour lui dans ce Grand Prix. Donc voilà, ça lui permet de mettre une large avance à son concurrent. Clément, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus fort qu'en 2021, Max Verstappen? Ouais, c'est possible. En tout cas, il a encore une fois la chance du champion, comme vient de dire Valentin. C'est vrai que tout se met très bien pour que la victoire se rapproche pour lui, pas à chaque Grand Prix, mais quand ça se passe mal pour ses adversaires. Il a quand même une voiture qui est ultra performante, qui a été moyennement fiable au début et qui l'est totalement depuis un certain temps. Je vais quand même cesser de le répéter cette année. On n'a peut-être pas le meilleur pilote ou la meilleure voiture qui va gagner sur le plan sportif, mais sûrement celui qui fera le moins d'erreurs et dont la voiture aura le moins de soucis. Et finalement, c'est logique de voir Verstappen à ce niveau-là, rentrer dans le top 8 des vainqueurs de Grand Prix. Voilà, il ne fait pas d'erreur. Il a une voiture très performante et c'est totalement logique de le retrouver devant, tout simplement. Est-ce qu'on peut on peut se permettre de faire une comparaison avec Sébastien Vettel en 2013, Max Verstappen, Sébastien Vettel, avec des écuries qui viennent l'embêter, mais au final, un leadership et une domination monstrueuse. Alors, Clément, en 2013, tu suivais déjà la Formule 1, sûrement. Est-ce qu'on peut faire
cette petite comparaison d'époque entre Sébastien Vettel et Max Verstappen? Ouais, totalement. C'est une bonne comparaison parce que Sébastien Vettel était déjà dans cette voiture au bout du nez jaune, si je puis me permettre. Et il était challengé, mais il ne faisait pas d'erreur ou à la limite, il poussait ses adversaires à l'erreur à cette époque-là. C'était déjà il y a presque 10 ans. Et on voit pas mal de similitudes avec cette année, on le dira après, mais euh, il ne fait pas d'erreur, il est rapide, il a une voiture qui est quasiment parfaite et ça le pousse tout droit, en tout cas vers un deuxième titre mondial consécutif. Là, avec 63 points d'avance, ça fait presque 2 grands prix et demi et il va en rester 10. Les calculs sont quand même assez faciles. Il sera très compliqué pour Ferrari pour son retour au très haut niveau d'être tout en haut de la feuille des classements. On rappelle que Verstappen prend une avance considérable au championnat des pilotes, 233 points pour lui, 63 points d'avance donc sur son principal opposant. Son principal opposant, Charles Leclerc, on va parler de lui maintenant. Une nouvelle très grande déception pour lui. On rappelle un peu les circonstances. On est au 18e tour de course. Le Monégasque est en tête. Il avait réussi à garder Max derrière lui. Et subitement, on le retrouve dans le mur. Problème avec la pédale d'accélération en première réaction. Puis après, il mea culpa en interview. Valentin, autant c'était la fiabilité et la stratégie qui faisait défaut à Charles ces dernières semaines. Là, c'est lui qui a merdé, clairement. Et en plus, c'est pour la deuxième fois cette année, cette saison, qui commet une erreur individuelle. La dernière fois, c'était à Imola fin avril. Voilà, la première, quand c'est une seule fois, on se dit, bon, ça peut arriver. Là, c'est une deuxième. Après, Leclerc, c'est un grand pilote. Je pense que ça passe aussi par ces erreurs-là de pouvoir se forger un mental de champion. Et comme j'avais dit la dernière fois, je pense que cette année, c'est une année où on ne peut pas forcément s'en vouloir de faire des erreurs. C'est de l'ajustement. Ferrari est quand même en montée en puissance. Donc, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Mais après, évidemment, pour le championnat, là, il peut pas jeter l'éponge, mais ça paraît compliqué. Justement, c'est la question que j'allais vous poser à tous les deux. Est-ce qu'il faut parler définitivement de game over pour Charles Leclerc pour le titre mondial, Clément? On verra déjà en Hongrie où la piste est plus typée Ferrari, mais je l'ai dit tout à l'heure, 63 points d'écart. Si on calcule au maximum, si on lui enlève ses erreurs, c'est-à-dire les 7 points d'Imola et peut-être les 25 d'hier au Castellet, il serait à 31 points, ce qui est ce qui est rien vu qu'il reste en plus des courses sprint. J'ai calculé 241 points au maximum à disputer. Pour ceux qui gagneront tout. Je n'ai pas rajouté les meilleurs tours en course, mais voilà, on est maintenant sur la deuxième partie de saison et l'écart est trop important. En tout cas, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Valentin. On est sur, j'aime pas dire une saison de transition, mais on est sur une saison où c'est totalement différent pour toutes les écuries, où il faut réapprendre à piloter avec une nouvelle voiture. On a vu les Ferrari parfois perdre l'avant. Là, j'ai l'impression que Charles Leclerc perd l'arrière. C'est quand même des grosses erreurs qui coûtent cher. Mais voilà, si Ferrari est deuxième et que au classement constructeur et que Charles Leclerc continue à se battre pour la deuxième place et ne pas être en bataille avec Sergio Pérez, la saison sera quand même réussie, mais il ne faut plus faire d'erreur. Sainz plus Leclerc, et plus le Muret Ferrari qui en fait encore plus. Pour l'instant, on est sur une saison avec beaucoup trop d'erreurs pour espérer quoi que ce soit. Et quant à Carlos Sainz, Valentin, par exemple, toi, tu te dis pas Carlos Sainz, c'est le bon moment pour prendre le leadership chez Ferrari? Le leadership, je ne sais pas, mais en tout cas, il a prouvé ce week-end, en tout cas en passant de la 19e à la 5e place, qu'il pouvait remonter voilà, de grands obstacles qui pouvaient être présents. Donc après, moi, je pense que quand même, ça reste Leclerc à la tête de gondole de Ferrari. Après, c'est mon avis. Mais Sainz en progression aussi. Donc, j'ai été satisfait je pense qu'on ne peut que être satisfait. Ça a été le pilote du jour. Donc là, bonne performance pour lui. Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse prendre
le dessus sur Leclerc là-dessus. Valentin, tu ne trouves pas que c'est un peu différent concernant Carlos Sainz, mais aussi concernant Charles Leclerc, de revenir de l'arrière comme ça, face à des voitures à doubler, à prendre de la confiance face à des voitures un peu, on va le dire clairement moins bonnes, et jouer devant avec la pression du podium, la pression de la victoire. Il y a quand même un gap très important, non? Tu veux dire entre jouer la concurrence avec les monoplaces du bas de tableau et jouer d'un autre côté Ouais, avec faire une remontée fantastique comme il fait hier et se battre finalement en piste, être dans le top 5 et viser le podium où il y a une pression quand même supplémentaire. Bah oui, non, mais de toute façon, je pense que dans tous les cas, c'est comme avec Red Bull pour Verstappen, où on essaye de tailler un champion depuis quelques années, où tout est fait pour lui. Moi, je ne suis pas en train de dire que Leclerc, on fait tout pour lui, mais en tout cas, s'il doit y avoir un champion chez Ferrari dans les prochaines saisons, ce sera plus Leclerc que Sainz. Et comme tu dis, Sainz, il a été flamboyant dans sa manière de dépasser les autres monoplaces, mais il a été après mis en difficulté. Il est plus mis en difficulté quand il est dans le haut de tableau. Justement, Clément, je rebondis sur ce que tu dis. Au Canada, il s'est battu face à Verstappen pour la victoire. En Grande-Bretagne, il gagne. En Autriche, le problème de fiabilité, il se battait pour le podium ou la deuxième place. Je pense, à mon avis, qu'il a quand même maintenant une petite expérience pour se battre pour les premières places et être assez compétitif, non? Ouais, mais il est très rapide, mais encore une fois, on le voit, c'est toujours ce souci de fiabilité. Il faut changer les pièces et ça lui coûte vraiment très cher de repartir du fond de grille. Moi, franchement, voilà, il a régalé les fans de F1 hier par ses dépassements. On l'a vu très fort, on l'a vu même oser dans Signe faire des dépassements sur l'extérieur, mais il manque c'est pas ce brin de chance, mais cette confiance et cette efficacité Ferrari. Donc, pour l'instant, voilà, C'est-à-dire il que est pour certes l'instant, quatrième. on ne peut pas lui faire confiance les yeux fermés pour l'instant, même si c'est un très bon pilote. Exactement. Ouais, en attendant de voir une voiture parfaite chez Ferrari. Bien, je vous propose de passer à la deuxième partie consacrée à Mercedes. Les Mercedes sur le podium, Lewis Hamilton deuxième et George Russell troisième. Clément, on a vu des pilotes déterminés, agressifs, et dès l'abandon de Leclerc, ça a été une deuxième course où ils ont pu se battre pour les deux places sur le podium, avec notamment un duel aux allures de 2021, Red Bull Mercedes. Et donc, deux pilotes, George Russell, Lewis Hamilton, qui tirent profit de tout ce qu'ils peuvent et ils le font plutôt bien. Ouais, c'est une voiture qui est de mieux en mieux. Il y a moins de marsouinage, voire plus du tout. C'est ce que disait un des ingénieurs de Mercedes. Ils ont trouvé là-dessus. Maintenant, ils vont bosser sur le rythme. Ils ne sont pas encore au niveau. Les samedis en qualif, ça va un petit peu mieux en course, même si ça reste irrégulier. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début de saison. Ils profitent à chaque Grand Prix de toutes les erreurs de leurs adversaires. Ils sont nettement la troisième force du plateau. Ils reviennent même sur Ferrari. George Russell et Lewis Hamilton sont même plus très loin de Carlos Sainz, voire même de Sergio Perez. Il y a un seul point entre Sainz et Russell. C'est assez fou, même si on est tellement plus surpris de George Russell. Mais la voiture va mieux et ce qu'on disait la semaine dernière, non, il y a 15 jours, Quentin, c'est qu'on retrouve des grands sourires chez Lewis Hamilton, ce qui n'était pas du tout le cas en début de saison. George Russell l'avait, on voit Toto Wolff qui a le sourire aussi. Et ça doit donner du baume au cœur et ce petit plus de confiance qu'il n'y a pas chez Ferrari, on le retrouve chez Mercedes. De là, aller voir se battre devant, bon, on verra à la rentrée en fin août en Belgique et début septembre aux Pays-Bas. Ça semble compliqué, mais le job, ils le font pleinement. Valentin, selon toi, qu'est-ce qui manque encore à l'écurie allemande, à l'écurie Mercedes, pour revenir justement sur les deux mastodontes Ferrari et Red Bull? Là, on a bien compris que le problème de Mercedes, c'est que les monoplaces, elles ne sont pas capables de jouer les victoires à la régulière cette saison. Mais comme dit Clément, on a des pilotes qui sont extrêmement performants, impliqués et qui sont concernés
et se complètent pour améliorer un maximum la voiture. Donc là, par rapport aux autres années, Mercedes, ils ne se battent pas contre des concurrents, mais plus voilà, contre la voiture. Et elle est là la réponse, c'est que c'est la voiture qu'il faut améliorer et continuer à améliorer ça. Mais les pilotes, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas les remettre en question sur leur implication cette saison. Et puis je trouve qu'il y a eu vraiment un changement côté Lewis Hamilton. On l'a dit lors de certains podcasts, on avait des doutes sur son côté travail, mais on lit sur les médias britanniques ou dans les médias italiens que lui, George Russell et même Nick De Vries qu'on a vu piloter vendredi se sont vraiment tous mis à énormément travailler dans l'écurie et au simulateur, et c'est ça qui pour l'instant les fait progresser de semaine en semaine. J'avoue, j'avais des doutes quant à la suite de la saison de Lewis Hamilton quand on voyait ses réactions, sa tête des mauvais jours, et là il est surprenant sur ce côté travail. Bien, mais je vous propose de passer au point écurie, parce qu'on fait un petit point écurie avant la trêve. On avait parlé d'As et de McLaren il y a 15 jours. Alors maintenant, je vous propose de parler d'Alpine. On a beaucoup parlé d'eux, Alpine, notamment pour ce Grand Prix de France à domicile. On ne cesse de répéter qu'ils peuvent aller plus haut s'ils améliorent certaines choses sur leur monoplace. Encore ce week-end, c'est P6 et P8. P6 pour Alonso, P8 pour Ocon. Clément, c'est encore un cran en dessous, mais c'est leur place, et Alpine est toujours, on va dire, dans les points et fait preuve de régularité. Allez, ils sont presque à leur niveau. C'est-à-dire que Ocon devrait être devant Lando Norris et on aurait 14 points pris par les Alpines. On en a entre guillemets que 12, mais c'est déjà pas mal. Et comme disait le patron d'Alpine, Laurent Rossi, au micro de Canal, on a enfin eu un week-end sans problème et ça change vraiment la vie. Et on voit que la voiture est rapide, elle est bien née. C'est une très bonne voiture, je ne vais pas dire une très très bonne voiture, mais en tout cas, elle peut se battre même parfois avec les Mercedes. C'est la 4e force du plateau et on peut regretter qu'il n'ait pas les 20, 25, 30 points de plus, mais ça, c'est le côté fiabilité de cette monoplace 2022. Les visages étaient là aussi radieux côté Alonso et Ocon qui ont disputé une vraie belle course. Donc tout va bien chez Alpine, tout va mieux en tout cas, et c'est une bonne chose pour l'écurie française qui a performé à domicile, et Esteban Ocon notamment a fait plaisir à sa grande tribune, puisque lui et Pierre Gasly avaient le droit à une grande tribune au Castellet, et ça a donné de magnifiques images. Valentin, je ne sais pas si tu as eu cette impression, mais Alonso hier, c'était un peu porte ouverte, comme disait Jacques Villeneuve. Il s'est laissé dépasser comme ça, alors qu'on connaît un Fernando Alonso plus agressif et plus tenace. Oui, Alonso qui, comme tu dis, est connu pour son caractère sur le circuit. Là, il y a un peu de laisser aller. Après, bon, faut pas oublier que le bonhomme, il a quand même 40 piges. Donc, je pense qu'aussi, être dans une voiture de F1 à cet âge-là, déjà, le fait de réaliser des performances comme il peut le faire, je pense on peut avoir un peu de tolérance, mais ouais, c'est un élément qu'on a pu remarquer ce week-end. Je continue avec toi, Valentin, pour parler d'AlphaTauri, qui, à contrario d'Alpine, ne cesse d'enchaîner les week-ends laborieux avec peu de points engrangés, des crashs, des problèmes de fiabilité, de performance. Ce week-end, on avait quand même des espoirs, avec beaucoup de nouveaux éléments apportés sur la voiture, avec des séances d'essais libres de Pierre Gasly très performantes. Il avait fini 2 fois dans le top 10 le vendredi. L'optimisme était là, mais on s'est rendu compte très vite, et pendant les qualifications et pendant la course, que AlphaTauri n'a pas encore su trouver les ingrédients de la réussite, tout simplement. Ouais, AlphaTauri qui était 6e au championnat constructeur l'année dernière, et c'était plutôt une bonne performance pour eux. Là, ils sont 8e, donc ils sont descendus un peu d'un cran. Bon, la saison n'est pas terminée, mais en tout cas, sur l'aspect individuel, moi, je me pose des questions sur Gasly qui continue avec AlphaTauri. Il y avait une certaine fiabilité où on le voyait vraiment
pas aux avant-postes, mais plutôt bien placé pour la monoplace qu'il avait. Et là, de fil en aiguille, on est en train de voir le contraire. Donc, on est en train de se poser des questions sur la fiabilité de ces monoplaces. Clément, AlphaTauri, comment ils peuvent s'en sortir et est-ce que c'est une question de pilote ou alors vraiment une question de voiture pour eux? Non, cette voiture, et je suis plutôt inquiet pour eux parce que ce week-end, ils ont amené un package et ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a quand même de quoi se poser des questions. Voilà, le Gasly, là, dans l'équipe ce matin, dit on n'est pas performant, on manque de vitesse. J'ai tout tenté en course, j'avais rien à perdre vu notre position. Il n'y a pas beaucoup de messages positifs. Ça fait 4 grands prix sans marquer le moindre point. Il faut remonter à l'Azerbaïdjan et les 10 points marqués par Pierre Gasly. Yuki Tsunoda, lui, ça fait carrément 6 grands prix sans marquer moindre point. Bon, là, il a été percuté par Esteban Ocon, sanctionné de 5 secondes, mais on ne voit pas grand-chose de leur part. Je vois pas de mieux, même s'ils ont gagné, voilà, même si Pierre Gasly a gagné 2 positions, il le doit aussi à l'abandon de son coéquipier et de Charles Leclerc. Voilà, ils font des courses totalement quelconques. Pardon, je ne m'attendais pas. Et ben oui, du coup, AlphaTauri qui continue donc d'enchaîner les laborieux week-ends. Eh bien, je vous propose de passer à notre dernière partie, nos tops et nos flops. Je rappelle que vous pouvez retrouver nos tops et nos flops sur notre compte Twitter, Retour au stand. Alors les amis, vous avez mis tous les deux les mêmes tops, à savoir Carlos Sainz, Mercedes et Alpine. On a longuement évoqué les deux écuries, Mercedes et Alpine. Carlos Sainz, j'imagine que c'est pour le spectacle qu'il a offert hier aux spectateurs avec cette remontada. Carlos Sainz, selon vous, Valentin, par exemple, est-ce que c'est une erreur de la part de Ferrari? Est-ce qu'ils auraient dû l'arrêter plus tôt, selon toi? Parce qu'il était dans un beau rythme au moment où ils le font rentrer au stand. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, je pense qu'ils l'ont arrêté trop tôt. Ferrari qui est en progression, mais qui ne prend pas toujours les bonnes décisions pour leurs pilotes. Bon, après, je pense que ce n'est pas forcément cet élément qui a fait que Sainz s'est retrouvé comment dire, cinquième, ou qu'il aurait pu, du coup, en s'arrêtant plus tard, être un peu plus haut au classement. Je pense que ça ne tenait pas à ça, c'était plus sur la performance de Sainz. Donc, c'est un élément on ne va pas forcément jeter la pierre à Ferrari. Je pense que ça n'a pas conditionné le classement en tout cas. Clément, tu as mis en flop la Virtual Safety Car. Alors, je te laisse t'exprimer sur ça. Oh, j'en peux plus de la virtual safety car. Je vais être clair, j'en ai ras-le-bol. Je trouve que c'est une décision totalement ridicule de réduire de 30 à 40% la vitesse. On voit des différences de données assez particulières. C'était au moment de la bataille entre Sergio Pérez et George Russell. Il y avait 5 à 6 dixièmes. Donc, normalement, bon, ils doivent se retrouver plutôt proches au moment de la Virtual Safety Car qui a duré 2 à 3 tours. Et on voit tout d'un coup Sergio Pérez avec 400, 500, 600 mètres d'avance sur George Russell. Cette virtual safety car n'a aucun sens. À un moment donné, il faut imposer une vitesse à tous. Je ne sais pas si c'est 80, 90, 100 ou 120 km/h, mais on a des différences de données beaucoup trop importantes. Je trouve que ça fausse la course, pas de A à Z, mais presque. Et ça n'a pas trop de sens. Est-ce qu'il faut passer directement à la safety car, selon toi? La safety car, ça donne obligatoirement un départ relancé qui donne forcément du spectacle. Et je sais que la Liberty Media et la FOM veulent du spectacle, mais il faut trouver aussi une solution pour des petits soucis qui ne demandent pas forcément une virtual safety car. Mais là, on a vu, voilà, ça se relance n'importe quand, n'importe comment, avec un drapeau vert. Alors Sergio Pérez a un petit peu dormi, il s'est fait du coup manger par George Russell. Ça arrive, mais je vois trop de différences de données et je vois toujours pas l'intérêt de cette virtual safety car. Il faut trouver une autre solution pour arrêter cette arnaque qui est la virtual safety car. Valentin, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la virtual safety car?
Moi, personnellement, l'année dernière, je l'avais plutôt apprécié. Après, c'est peut-être pas dans les règles du jeu, mais avec Verstappen qui avait gagné le championnat grâce à ça. Donc, après, ça peut aussi remettre les cartes en jeu. Donc, parfois, quand on a une course un peu terne, voilà, où il n'y a pas trop de densité, ça peut en apporter. Après, je suis d'accord sur le fait que parfois, il n'y a pas de mérite et que ça remet trop les cartes en jeu. Je suis peut-être d'accord avec ça. Mais moi, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il faut l'enlever. Non, c'est pas une question d'enlever. Je trouve que c'est trouver une autre solution parce que moi, je comprends pas que avant la virtual safety car, on soit à 6 dixièmes. Je sais plus, j'ai plus trop d'exemples en tête. Et après la virtual safety car, on se retrouve avec des écarts de 2 secondes. Voilà, si tu as 0,6, eh ben, à la fin de la virtual safety car, tu dois te retrouver à 0,6 ou aller plus ou moins 10%. Mais il y a trop d'écart entre l'avant et l'après et ça peut fausser une course. C'est vrai qu'on a assisté à une situation assez lunaire hier avec Pérez et Russell. Il accélère, l'autre accélère, l'un n'accélère pas, l'autre accélère. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Et je finis justement, Valentin, avec toi, avec Sergio Pérez en flop. Pourquoi Sergio Pérez? Sergio Pérez en flop parce que au vu de sa forme de cette saison, enfin de ce qu'on attend de lui aussi, de ce qu'il avait montré, quand on se bat contre des concurrents, faut être présent. Après, bon, c'est vrai que je lui jette un peu trop la pierre, mais là, finalement, il s'est fait manger tout cru par Russell. Donc, dans les flops, c'est un de ceux qui m'est venu à l'esprit. Bien les amis, c'est la fin de ce 12e épisode de Retour au stand. Merci Clément, merci Valentin pour vos analyses et vos débriefs. Et puis on se retrouve déjà la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix d'Hongrie et qui marquera la fin de cette première partie de saison et le début de la trêve estivale. Merci à vous deux. Merci Quentin. Bonne soirée. Et puis à la prochaine. Salut.